bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live avec Black River Comics. On est ravis de vous recevoir avec les copains du collectif Nous sommes les 4%. Alors, je fais les petites invites. Je lance tout ça de suite. Et On a... tout le monde, Hello, hello. bienvenue à vous pour cette nouvelle session. Nouvelle session, mais quel talent. T'as vu ça? Alors, j'ai lancé l'invite On pour va parler Nico. de ce genre de petites choses. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Allez, c'est parti. Normalement, tout le monde est invité. Il n'y a plus qu'à attendre les connexions. Et bonjour David. Hello, David. Bonjour. Je prépare mon petit truc. Alors, le live donc sera disponible en replay également sur Instagram, sur le compte Gameseed. Il sera également en replay sur la chaîne YouTube du compte Nous sommes les 4%. Et on est ravis de recevoir donc David, directeur éditorial de Black River Comics. De ça, entre De autres. ça. Alors, Et- Nico, on ne te voit pas. Tu es dans le noir. Ah putain, attends. C'est comme sur l'ordi, il faut enlever le cache. Voilà. C'était la galère, excusez-moi. Voilà. Ah, ben voilà, Désolé. talent. Quel talent. J'ai encore eu un problème de connexion, mille excuses. Oh, t'inquiète, C'est grave. c'est la marque de J'ai fabrique. réglé le téléphone 3 fois. Et Enchanté. l'autre seconde, Enchanté. Donc Nicolas, un autre joyeux luron du collectif. Voilà. Et voilà, donc on va parler comics ce soir, on va parler donc de Black River Comics. On est ravis de te recevoir et merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, ça fait Oui. super plaisir. C'est clair. Et donc on peut peut-être commencer par le début, faisons les choses simplement. Qui es-tu? Alors, je m'appelle David Guélou et je suis directeur de collection pour Black River, un des labels comics de chez Editis. Un des labels, c'est-à-dire donc. C'est-à-dire qu'il y a également 404 Comics. C'est D'accord. ça, qui est dirigé par Nicolas Beaujon, notre cher ami qui a déjà participé à plusieurs sessions du live et qui s'en est pas forcément remis après. D'accord. Voilà. Et donc du coup, on va un petit peu échanger sur ton travail. Tu vas, si tu veux bien, hein, tu vas nous dire un petit peu quel est ton rôle, ce que c'est un petit peu ta vision du marché des comics, peut-être ton parcours également, peut-être commencer par là. D'où viens-tu et comment as-tu rejoint cette belle aventure? Alors, c'est long et compliqué, mais je vais tenter de schématiser. C'est ça qui est bien. En fait, je suis fan de comics depuis que je suis gosse, mais vraiment gosse, avant même de savoir lire. Ah oui. Je n'ai pas toujours habité en France, Ok. mais j'ai pris goût aux comics en fait quand j'étais effectivement 4 ans et demi, je crois. Et Ah ouais. en fait, quand il a fallu apprendre à lire, en fait, j'avais de quoi faire. J'aime beaucoup cette couverture. Je ne sais pas, je sens ça. Ouais. Elle est magnifique cette couverture. Ah ouais, c'est vrai. Et en fait, je suis parti aux États-Unis. Après, mes parents en fait sont partis habiter aux États-Unis. Donc là, déjà, j'étais fan de Strange à l'époque, qui était publié à l'époque aux éditions Lug. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu accès, on va dire, à un gros vivier. Et mon beau-père travaillait dans une université dans l'Ohio, Columbus dans l'Ohio. Et c'est la première fois en fait que je suis entré dans un comic book shop, géré bien entendu par des étudiants. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, je suis pas obligé d'avoir une ou deux séries, je peux piocher autant que possible. Pour le gamin que j'étais, c'était fantastique. Donc depuis, j'ai jamais lâché. Et par la suite, je suis parti. En fait, je suis le premier diplômé européen de la Joe Kubert School. Cool. Donc, Ok. en fait, à la base, je suis sorti avec une promesse d'emploi à l'époque chez Marvel UK. Ok.
le hasard, on va dire, la vie en a voulu autrement, parce qu'en fait, le temps que je fasse mon service militaire, qui n'a pas duré très longtemps, je vous rassure, euh, j'ai mis un terme très rapidement. Mais le temps que je sorte, eh bien, en fait, ils avaient fermé. Et donc, Ok. par la suite, bah, plus de comics. Et en fait, bah, j'ai pris les boulots alimentaires essentiellement. À un moment, la porte d'album comics s'est ouverte à moi. À l'époque où ils étaient 6 rue Nantes. Et je suis parti travailler là-bas à temps partiel. Ok. Et après le temps partiel, c'est resté un temps partiel quasiment tout du long. Et à un moment, on va dire, je travaillais toute la semaine. Mais après, oui, c'était 3 jours par semaine essentiellement. Et après, je me suis vu être confié la gestion de la section française, dont à la base, je vais être honnête, hein, dont je ne voulais pas parce que je disais, mais je lis quasiment que de la VO, pourquoi est-ce que. Mhm. Et on m'expliquait, ben justement, comme tu lis tout, c'est bien pour faire des commandes. Ah, Et ouais. voilà. Et donc, Pas voilà. faux. Voilà, des années et des années. En fait, j'avais aussi d'autres passions. J'étais passionné aussi. J'aimais beaucoup les mangas. Et donc, à un moment, j'ai travaillé. Je suis parti travailler chez Ankama tout en gardant mon temps partiel le week-end chez Album. Je suis parti travailler chez Ankama où, avec l'aide de Buntavi Sugilet, on a créé un magazine qui s'appelait Akiba Manga. Oui. Ok. Dont le principe était des scénaristes occidentaux, français en l'occurrence, et des dessinateurs japonais. Je savais pas parler japonais, je suis parti avec, entre guillemets, désolé de la vulgarité, avec ma bite et mon couteau, et puis j'ai vu Ouais. ce que je pouvais faire, et ça Ça passe. marchait. On s'est pris beaucoup de problèmes, dont le tremblement de terre de Sendai. Il y a eu des retards, ceci, cela. Finalement, on n'a pas été reconduit une année de plus. Et par contre, une partie de l'équipe est partie dans une autre aventure qui était Japon un an après. 8 histoires, 8 récits qui étaient chez Kazé. Et il y avait 15%, je crois, du Crunchyroll maintenant. Crunchyroll maintenant, mais à l'époque, c'était pas encore géré par Cédric Guittardi, qui avait co-créé Kazé, et il y avait un pourcentage des bénéfices qui étaient versés en fait, à la Croix-Rouge japonaise. Ah ouais. Ok. Et après ça, en fait, j'ai continué un peu dans l'édition, mais pas très longtemps. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis. Je suis parti. Et après, en fait, je suis revenu à l'époque chez Univers Poche. Mhm. Parce qu'en fait, j'avais des idées de choses à faire en ce qui concernait soit de la création, que ce soit des mangas ou que ce soit autre chose, mais c'était dans les cartons. Et il se trouve que la personne qui s'occupait de ça, qui était le directeur général adjoint, m'a fait une proposition, mais il avait entendu parler de moi par le biais de Grégoire Hello, qui est donc le directeur de collection manga de chez Ouais. Kurokawa. de Kurokawa, absolument. Et au tout début, je me suis dit, j'ai pas envie forcément de travailler avec des potes parce que ça peut être compliqué. Mhm. Mais on m'a dit, mais à force de parler à tout le monde et de ne pas lui parler lui, il va peut-être mal le prendre. Donc je suis allé le voir, il m'a fait, bah écoute, si, montre-moi, fais-moi une proposition. En fait, et c'est justement à ce directeur général adjoint-là que en fait, les choses ont commencé, on a parlé, et en plein milieu d'une discussion, il me dit, mais dites-moi, Greg me dit que vous y connaissez en comics. Donc j'ai ricané, un peu sonore. Oui, on va dire ça, oui. Et sur ce, il m'a dit, mais parlons de ça. Donc je me souviens toujours parce que j'avais une présentation PowerPoint que j'avais super chiadée. Et au moment où il me dit ça, j'ai 3 comics à moi dans mon sac, mais personnels, à moi vraiment. Et j'ai fait toute une présentation basée là-dessus. Ok. Et c'était quoi les comics? Alors, les comics en question, c'était. Alors, si je me souviens bien, il y avait un Conan de Asra. Il y avait The Magic Order d'Olivier Coipel. Mhm.
Et que je dise pas de bêtises, il y avait un Providence Oui, de Alan Moore Alan Moore. chez Avatar. Bah, Voilà. que des bonnes choses. Ouais, que du bon. Que du lourd. Oui, non, mais c'est vrai, non, j'ai un bol, mais c'était pas évident parce que il y avait des sections plus ou moins olé olé dans le Providence d'Avatar. J'ai Légèrement. passé rapidement les pages, on va dire. Alors ça, on va pas Chouïa. montrer. Ça, non. Ah mince. non, voilà, non, ça va pas être terrible. J'ai montré la cover. La cover, ça passe. Mais l'intérieur était bizarre, c'était atypique, et puis voilà. Et genre, à partir de là, mais a commencé une très longue discussion. Il y a des allers, des retours. Envoyer des documents. Par la suite, Greg, en fait, a commencé. Adeline Laborie, qui à l'heure actuelle chez gère Kurokawa, en fait, avec Grégoire Hello, est entré à donner beaucoup d'avis dessus, beaucoup de suggestions. Ça a été long. Au moment où, en fait, on était à 2 doigts de signer pour faire un partenariat avec un éditeur que je ne citerai pas pour des raisons évidentes, étranger, pas français. On devait partir pour aller le voir avec le directeur général adjoint. Bam! Confinement. Oui, ouais. Confinement. Ah, Sinon, c'est pas drôle. voilà. Étant donné que moi, ma résidence principale, en fait, c'est les États-Unis. Légalement, j'habite aux États-Unis. Ok. Je suis resté coincé 1 an en France. Sans appartement, sans rien, à faire plus ou moins le bohémien chez des amis et de la famille. Sympa. Voilà. Mais au bout Ouais, du c'est chouette. juste avant de repartir, on me dit bon, allez, banco, on y va. Avec un feu vert, avec des promesses sur des titres qu'on devait avoir, qu'on n'a pas forcément eu, d'autres choses qu'on a eu d'emblée, et voilà. Et avec justement le truc, c'est que je travaille de part et d'autre. J'habite aux États-Unis, donc je passe 6 mois de ma vie aux États-Unis, 6 mois de ma vie en France. Comme Johnny Hallyday, quoi. Feu Johnny Hallyday. Excusez-moi. Voilà. Et pas mal. Mais bon, ce qui fait qu'en fait, je suis toujours un peu décalé. Donc quand je viens en France, en fait, c'est bien parce que je peux dormir à la même heure que tout le monde. Tu m'étonnes. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est déjà une très belle présentation, Ouais. un très beau cursus. Donc merci à toi. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Moi j'avais une petite question. Black River Comics, c'est né comment ce nom-là? Justement, ça vient d'où? Alors en fait c'est ultra simple, vous allez voir, parce que Univers Poche, à la base, il y avait une marque que tout le monde connaît mais qui n'y est plus, qui était Fleuve Noir. Tout à fait. Oui. Et voilà. Et sachant que la section manga s'appelle Kurokawa, qui veut dire Fleuve Noir, et ben voilà. Ok. Bonne réponse. On prend. C'est validé. Voilà. Alors, il y a JC, donc le 4e larron du collectif qui nous a rejoint. Donc, salut JC. Bienvenue. Alors, pour une fois, je crois que le chat a l'air de fonctionner de mon côté. Alléluia, c'est la première fois que ça arrive. Donc, merci David, c'est grâce à toi. D'habitude, c'est Nico qui s'en occupe parce que moi, ça plante. Donc là, justement, je regarde s'il y a déjà des questions. Il y a plein de monde qui nous ont rejoint. Donc, bienvenue. Petit aparté, on va vous faire gagner ce tome pendant le live. Donc, ceux qui sont là, si vous voulez avoir une chance de gagner, on va vous faire gagner ça à la fin. Donc, on va faire gagner ce titre ce soir. Donc, comme la dernière fois, à un moment, on vous donnera top pour mettre un mot dans le chat. Et après, c'est Nicolas avec sa main, comment on dit, sa main... je trouve plus le mot. Je voulais faire une blague, je l'ai raté. Voilà, innocente, merci, qui choisira la personne. Elle est innocente. Il n'y est plus, en tout cas. Pure et innocente. Tu n'es plus, c'est ça? Oh putain, la vache. Non, il n'y a pas le jeu avec. Du coup, alors, quelles sont, en gros, tes ambitions ou vos ambitions avec ce nouveau label de comics finalement? C'est quoi l'idée derrière tout ça que vous avez envie de porter sur le marché français? J'allais dire,
ça paraît, il y a des gens qui me disent fais attention, ça peut paraître prétentieux, mais c'est pas tant de la prétention parce que d'autres personnes, je pense, ont commencé à le faire. C'est de tenter de mettre en avant en fait certaines histoires qui peuvent plaire dans des univers, on va dire, de l'imaginaire autant que possible. C'est pour ça que des fois, je me retrouve dans des situations où je suis tombé sur une biographie qui était merveilleusement bien dessinée, mais c'était réel, c'était du vrai. Donc à partir de ce moment-là, non, on n'ira pas dans cette direction-là. Dans l'idéal, on va dire que vous avez tenu 2 bouquins en fait qui tombent pile poil dans nos cordes, que ce soit Wolfwell ou une étude en émeraude. C'est vraiment plutôt là-dedans qu'on se dirige. Donc, quelque chose d'abordable par tout le monde et quelque chose où, voilà, faut avoir une certaine culture comics pour y aller, comme Gideon Falls de Jeff Lemire. Oui, c'est un peu mon ressenti à la fin de la lecture. Je dis, mais je suis où là? C'est par où qu'on prend ce comics-là? Mais c'est très très bon. Mais c'est pas pour tout le monde quand même. Hein, en fait, j'ai réussi à entre guillemets le vendre à certaines personnes. En fait, alors une fois qu'il était imprimé, bien entendu, mais de dire, mais écoutez, qu'est-ce que c'est? Je leur ai dit, c'est un peu, pour ceux qui sont un peu plus vieux, c'est un peu X-Files sous crack. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un escape game X-Files qui se passe mal voilà. Et sous crack. Et quand on essaie d'expliquer à des gens, bah écoutez, c'est du Gar Tennis, mais c'est pas du tout irrévérencieux. Oui, c'est pas du Frost. Non. C'est, voilà, on déconne pas trop. D'un seul coup, ah bon, mais je comprends pas, j'ai lu Preacher, j'ai lu The Boys, j'ai même lu Punisher. Non, c'est pas ce ton-là, c'est autre chose. Mais je suis relativement fier de ça, justement, d'être tombé sur ce qui devait être une perle. Ah oui, franchement, c'est. En plus, il y a le tome 2 qui est sorti, en plus, là, il y a quelques temps. Absolument. Oui, t'allais dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Non. Pour l'histoire. À un moment, en fait, Wolfwell devait être adapté sur la chaîne américaine qui s'appelle Hulu. H-U-L-U. Oui. Voilà, qui est une division à la base de la Fox, qui depuis a été rachetée par Disney, donc c'est tombé à plat. Je ne sais pas très bien comment ils auraient pu faire certaines scènes. À mon avis, ils auraient édulcoré énormément. Oui, oui. Comme avec Sweet Tooth sur Netflix. Ouais. Pardon. Non, mais... Ne tirons pas sur l'ambulance. Ne plus édulcoré à ce point. Hein. Mais bref. C'est un autre sujet. J'ai mon enfant de 6 ans qui veut dire Sweet Tooth. Non. Mauvaise idée. Il a adoré la série. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Même des choses comme Lock and Key. Non. Décalage. Non, Lock and Key, la série, non. Lisez le comics. Oui, mais on va dire que les enfants, enfin certaines jeunes personnes peuvent regarder Lock and Key, lire les comics, ça va être plus compliqué. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut lire que le comics quand ils ont l'âge. Comme ça, avant, ils peuvent lire du Jonah. Voilà. Il y a eu un pilote de Lock and Key il y a une dizaine d'années qui était plus dans le ton. Ok. Je crois produit par la Fox, je crois, pas dire de bêtises, mais je l'ai dans un coin d'ailleurs. Enfin bref. Oui, c'est un autre sujet. Tout à fait. Donc du coup, tu nous disais qu'effectivement l'idée c'est de produire un petit peu donc ce genre de titre-là. Absolument. Et d'alterner finalement avec des licences un peu plus pop culture, c'est ça si j'ai bien saisi l'idée? Voilà, les licences plus pop culture parce qu'en fait ça rentre quand même, on est dans le ton d'imaginaire aussi, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment dire écoutez j'ai un copain, il est Planeswalker, il change de dimension, non, c'est pas possible. Ah bon, pourquoi? Voilà, et j'en ai un autre en fait qui se jette de la tour Eiffel et a un cri d'aigle et tout va bien, non plus. Non, mais ce sont des univers qui sont intéressants. Assassin's Creed, pour moi, était quelque chose qui était fantastique dans la mesure où c'était vraiment du cross-média appliqué, parce qu'il y a des romans, il y a ceci, il y a cela, et il n'y a rien qui contrôle tout à fait. Et donc, j'étais relativement content, notamment celui-ci, là, effectivement, les mythes oubliés, puisque ça se passe, en fait, à Asgard. Ouais. Et Muspelheim. Donc on est vraiment dans le trip de mythologie nordique, comme on peut le retrouver dans le jeu, et ça reste fidèle au jeu quand même. Et pour une fois, c'est pas Thor.
Et pour une fois, c'est pas Thor. C'est pas Thor, c'est Il y a Baldur. pas- il y a- Alléluia. Même Baldur, s'il y a du Loki, c'est pas Thor. Et c'est oui, bien. mais c'est pas le même Loki, surtout. Oui, oui, c'est pas le même Loki qu'on connaît, mais c'est du très bon. Je critique pas Thor, hein, je précise, je critique pas Thor. C'est pas une critique qu'on a Thor, mais ça fait du bien de voir d'autres personnages, Tout Ouais, à il faut de fait. la diversité. comme du Nightwing à la place du Batman, par exemple. Ça fait du bien des fois. Ça fait du bien, effectivement. Mais en ce qui concerne Assassin's Creed, il y a beaucoup de choses qui ne sont jamais sorties en France. Il y a des trucs qu'on a récupérés. Il y a des choses qui sont... Alors, je vais me permettre d'être fleur bleue, mais qui sont très très belles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Karl Ketchel, qui avait Karl Non. Ketchel, qui était un dessinateur en fait qui avait œuvré énormément à un moment chez DC, qui a fait à un moment il y avait des personnages de chez Wildstorm qui avaient fait une incursion dedans bien avant New 52, c'était Mr Majestic, et Mr Majestic en fait envahissait tous les titres de Superman. Et une partie était dessinée par Karl Kerschel et c'était fantastique. Et j'ai découvert en fait qu'il avait travaillé sur des choses comme ça. Donc, je me suis rué dessus. Vous allez voir, il y a un Assassin's Creed qui se passe Ouais. en Inde et qui est Ok. développé à toute épreuve. Intéressant. Vivement que ça sorte. Du coup, en termes de planning éditoriaux, vous êtes fixé combien de titres à sortir par an? Est-ce que vous avez défini quelque chose ou pas du tout? C'est un peu au bon Alors, gré. oui, à la base, on était on s'est dit une dizaine de titres. Ouais. Ensuite, on va augmenter la charge chaque année. Ok. D'accord. Voilà, parce que on estime que il y a des séries qui vont suivre, puisqu'on sort pas mal de choses qui sont des produits Ubisoft, donc de toute façon ça, on va en général les faire. On a un droit de regard, on peut très bien refuser de les faire, hein. Ah ouais, ok. Mais on est dessus. Et puis jusqu'ici, ça nous intéresse. Magic, personnellement, je suis très content puisqu'il s'agit de l'adaptation en fait d'une licence qui est relativement connue, mais qui est gérée de manière très intelligente puisqu'il s'agit, c'est c'est une enquête policière au sein d'un univers de fantasy. Donc, ce qui fait que, en fait, à travers l'enquête, on va découvrir et le monde et le fonctionnement et les personnages, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Et justement sur Magic, ça c'est la suite de ce qui était préalablement sorti chez iComics ou c'est totalement autre chose? Parce que je crois que chez iComics, il y a eu du Magic aussi. Il y a eu du Magic, mais c'est pas la même, c'est pas la même histoire. Non, Il y a c'est un Alors, par autre contre, cycle. attention, à un moment, il y a des personnages qu'on va recroiser. D'accord. Oui, Là, ça va. c'est logique, parce que ce sont vraiment des personnages qui sont Récurrents. vraiment qui ont été créés pour le lore de Magic. D'accord. Ok. Je crois qu'on a une question dans le chat avec Walkthrough Hell. Vous aviez dû traiter avec Garcinis ou avec Aftershock Comics? Alors, on a traité avec Aftershock Comics. Pendant un moment, j'avais innocemment demandé, parce qu'en fait, comme justement j'habite en Californie, à un moment, pour faciliter les échanges, en fait, on s'est retrouvé avec un groupuscule des gens d'Aftershock à boire un café, simplement, alors qu'on commençait progressivement à sortir du confinement. Donc, c'était la première fois que l'un d'entre eux sortait de son bureau, etc. Et on a commencé à parler de tout ça. Mais Gartenix, pour l'instant, il restait cloîtré, il bougeait pas trop de là où il était hors de question on va dire, de le faire bouger pour une dédicace ou ce genre de choses. D'ailleurs, pour la majorité d'entre eux, c'était pas possible. Mais j'aurais bien voulu, effectivement, traiter un peu avec Gartenix directement, mais ça n'a pas du tout été le cas. Pas du tout. Après, si jamais un jour tu arrives à avoir Neil Gaiman et Raphaël Albuquerque, moi je fonce. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Si tu arrives à les faire venir en France pour une petite séance de dédicace, avec grand plaisir. Alors, j'ai une photo quelque part de moi avec Neil Gaiman. À l'époque, on travaillait à Album. Il était venu dans une dédicace. C'était à l'époque, j'accompagnais Olivier Jalabert. D'accord. Puisque c'était mon manager. Et on avait été voir Neil Gaiman, qui à l'époque faisait une dédicace chez nous.
et une dédicace pour J'ai lu, pour je ne sais plus quel bouquin. Et on l'a déposé. Neverwhere ou un truc comme ça, non? Je sais plus si c'était Neverwhere. C'est possible, mais Neverwhere, ouais, il y avait De bons présages, il y avait American Gods aussi. c'était Plutôt- Peut-être American Gods plutôt, non? chez J'ai lu. Oui, oui, tout ça, c'est chez J'ai lu. Pas J'ai lu. Et ben, Ouais. parce que c'est pas Neverwhere, parce que Neverwhere, je connaissais déjà. J'avais Jeff, enfin, mon premier contact avec Neverwhere, c'était la série télé BBC de l'époque. Donc, j'avais pas encore, enfin, j'aurais reconnu Neverwhere. Peut-être Coraline, c'était début des années 2000. Ah, il y a Coraline aussi, ouais. Non, mais là, je crois que c'était avant 2000. Hein. Je veux pas dire de conneries. Ah, c'était avant, d'accord. Il me semble, hein, je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'était avant 2000. Et on est allé chercher dans son hôtel, et en fait, il était dans un hôtel qui était vraiment tout pourri, tout moisi, dans un quartier complètement mais glauque. Et Olivier a dit non, attendez, bougez pas là, on va l'amener. Et on l'a amené dans un autre hôtel, dans un hôtel qui était un peu plus, je vais pas jusqu'à dire classe, mais enfin, encore plus classe que ça. Et voilà, la dédicace c'est plutôt bien passé. Il était charmant. Il n'a pas quitté ses lunettes de soleil. Par contre, c'était marrant. C'est la lumière. Et voilà. Et non, c'était un super bon souvenir. Mais voilà, donc à cette époque-là, je pense que ça n'aurait pas été trop dur de le faire venir. À mon avis, à l'heure actuelle, il va falloir s'armer de 3 avocats, faire péter le Dom Pérignon et autrement. Le Ritz, etc. quoi. Ok. Ça risque d'être compliqué, certes. C'est dommage. Et ouais. Mais en tout cas, voilà, si jamais un jour tu arrives à faire venir du beau monde sur Paris, n'hésite pas à faire tourner l'info, on la relèguera. C'est Avec prévu. grand plaisir. C'est prévu. On attend que les choses se décollent, se décantent un peu, mais oui, si on peut, on le fera. Soyez-en sûrs. Super. Cool. Sinon, il y avait une question de Zuzman Comics. Mais sinon, est-ce qu'il y a des choses prévues en termes de patrimoine comics? De patrimoine comique, c'est-à-dire. Je ne sais pas. On va dire des grands classiques, peut-être un peu plus anciens. Ouais, Alors, Des trucs un peu. comment répondre sans répondre Alors, non, je m'explique. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui sont du comics plus comicien, qui sont pas forcément neufs et que oui, je voudrais bien récupérer. Mais je pense que de toute façon, on n'est pas les seuls dessus. Hein. Vous savez comment ça fonctionne. Hein. C'est un moment quelqu'un et c'est logique, quelqu'un fait quelque chose de beau, d'intéressant, et ben tout le monde se tente d'y aller. Maintenant, on va dire que les deux grands géants sont de toute façon gardés férocement, respectivement par Panini d'un côté et par Urban de l'autre. Et le reste, on s'intéresse. Mais il y a plein de trucs, qui sont très intéressants. Attention, hein, je crache pas dans la soupe. J'ai été élevé à DC et à Marvel parce que quand on était gamin, en tout cas, il y a à peu près que ça. Et quand le reste s'est développé, c'était rafraîchissant. Mais il y a des trucs qui sont exceptionnels. Je vais pas faire de la pub pour la concurrence, mais on va dire que certains d'entre eux ont de très 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 belles choses et n'ont que mon respect. J'espère en tout cas qu'il y a au moins quelques-uns de mes bouquins qui me vaudra le leur. Mais on verra. Oui, de toute façon, après, c'est un effet de groupe. Hein. De toute façon, plus le marché est dynamique, plus on peut proposer de choses. De toute façon, il faut des locomotives qui tirent ce marché de toute façon. Et c'est bon, après, ça SM. Hein. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir des choses comme ça qui sont quand même... Ou comme ça. Ou comme ça, effectivement, qui sont quand même des sacrées beautés, quoi. Hein. C'est clair. Du coup, ça fait partie des premiers titres que vous avez sortis. Comment est arrivée un petit peu l'idée? Comment vous êtes lancé sur le marché? Quel était l'angle en fait que vous aviez en tête quand vous êtes arrivé avec Black River sur le choix ça, en l'occurrence, en ce qui concerne une étude en émeraude, c'est moi qui me suis précipité dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, je trouvais ce truc absolument génial. C'était
une combinaison de plusieurs choses qui me plaisaient, c'est-à-dire qu'il y avait du Sherlock Holmes, Du Lovecraft. qui, à mon sens, n'a pas souvent été bien adapté en comics, ni en bande dessinée d'ailleurs. Et là, justement, le mélange était bien foutu. C'était tiré d'une nouvelle de Neil Gaiman et dessiné par quand même un nom du comics. Raphaël Albuquerque. Raphaël Albuquerque. Et donc, j'arrivais pas à croire que personne ne l'avait, donc j'ai fait la demande. Et en toute honnêteté, c'était pas forcément la chose qui était regardée comme étant forcément une source de succès, mais en tout cas, c'était quelque chose que je voulais moi. La demande a été faite. Il y a eu des petites, il y avait des conditions. Il fallait pas qu'on sorte avant une certaine époque, ceci, cela, etc., etc. Et finalement, ça s'est fait. Et ça s'est bien fait. J'ai insisté comme un lourd pour pouvoir traduire. Simplement parce que j'ai toujours eu très 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 peur de deux choses. C'est que au niveau des traductions, c'est les anachronismes en fait que subir en fait pas mal de bouquins. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui se passe à la fin du 19e siècle, ouais, bien ou bien, non, c'est pas possible. Et, sauf si c'est des voyageurs du temps. J'ai vu trop de bouquins être massacrés par certains éditeurs là-dessus, et c'était pas possible. Et donc, voilà, là, je me suis attelé. Par la suite, vous inquiétez, j'étais pas tout seul dessus. Par la suite, d'autres personnes sont repassées par dessus. Mais on va dire, j'ai ouvert du Zola pour recadrer l'époque, parce que ne serait-ce que, du Sherlock Holmes, si vous avez une étude en rouge, déjà vous avez un texte qui a été remanipulé, qui a été modernisé, alors que la première version s'appelle Un crime bien étrange et date de 1901, si je ne m'abuse. Là, à l'heure actuelle, la traduction que tout le monde a doit dater au moins des années 50. Donc, déjà au niveau du vocabulaire, je me suis dit non, il faut se débarrasser de tout ça et tomber là-dedans. Mais je suis ravi du succès de cette chose. Ça donne de l'espoir. Ça dit qu'il y a des gens qui se disent, bon, écoutez, voilà, c'est un truc de qualité, allons-y, quoi. Donc ça, c'est un des titres qui fonctionne bien alors. Il est en réimpression. Alors, c'est généralement un titre qui est en réimpression, ça veut dire que c'est un titre qui a bien marché. Donc c'est une bonne nouvelle pour un marché qui est quand même un peu compliqué, hein, ne le cachons pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est au premier titre en réimpression. Félicitations. C'est mérité en plus que c'est un très bon titre. C'est clair. Pardon. Et la couverture est magnifique. Et du coup, qu'est-ce qui l'a choisi? En fait, c'est la couverture anglophone, hein. D'accord, ok. Donc c'est juste la réadaptation de la réadaptation. Il y a un petit vernis qui a été mis sur le verre. Et puis on la retrouve. On va dire la C4 a été un peu retravaillée par contre au niveau de son emplacement, des éléments, etc. Mais on va dire la couverture principale en fait est assez telle quelle. Ok. D'accord. Il y avait une question dans le chat de JC, donc notre 4e larron du collectif. Est-ce que tu étais au New York Comic Con avec Black River? Eh bien non. Et pour une raison très très simple qui s'appelle le Salon du Livre de Francfort. Voilà ce qui s'est passé. Je suis parti avec Grégoire Hello au Comic Con de San Diego cet été, qui avait, on va dire, la grande difficulté de se dérouler le week-end d'après Japan Expo. Ah ouais. D'accord. Donc en gros, Japan Expo a terminé. Le lundi, on a réintégré, on va dire, les bureaux semi-conscients. Le mardi, on faisait plus ou moins un bilan. Et le mercredi matin, on partait à San Diego pour commencer la convention le jeudi. Okay. Donc, une fois là-bas, Grégoire et moi-même, on a enchaîné sur pas mal de rendez-vous. Et Grégoire était il était très chaud pour aller à la convention de New York.
moi, je reconnais ouvertement que ça fait quelques années que j'ai pas foutu les pieds, donc j'aurais été très content. Mais tout le monde nous demandait constamment, mais vous serez à Francfort? Premier éditeur, deuxième éditeur, vous serez à Francfort? Au bout du 8e, on se dit, bon, Francfort, hein, a priori. On va aller boire de la bière, hein, allez hop. Voilà, ça s'est pas comme ça. Et donc, comme l'un n'était pas trop loin de l'autre et que moi, en fait, je fais des allers-retours, je me suis dit, tant que je suis en Europe, je vais pas repartir aux États-Unis pour pouvoir revenir. Donc, je suis allé à Francfort. Mais de ce que j'ai entendu dire, il y avait beaucoup d'artistes, il n'y avait pas autant d'éditeurs que ça, comparativement. Et par contre, à Francfort, où il y avait beaucoup d'éditeurs. Ok. Et donc, c'était le choix fut bon. J'espère que l'année prochaine, j'irai à New York pour pouvoir et qu'il y aura plus d'éditeurs qu'il y en avait cette année. Je fais un tout petit aparté parce que tu parles beaucoup de Grégoire Hello. C'est pour les anciens comme moi qui sommes des vieux geeks. C'est Greg dans Joypad. Absolument. Et anime une très bonne émission sur PlayStation Magazine. Voilà, et qui anime une excellente émission sur Gamecult, Gaijin Dash, qui est excellente. Et je vous invite vraiment à aller les voir, ils sont géniaux. Allez. C'est noté. Ouais, vraiment. C'est des bons. Alors, on a une autre question de Philou qui demande, il aimerait voir une trad de Dawn de Linsner, pardon. Est-ce que ça serait un titre envisageable? Alors, c'est envisageable. Faut voir exactement dans quelles conditions, parce que c'est toujours ça. C'est une question de prix, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et l'autre problème, c'est de savoir à quelle partie du catalogue de Dawn aura-t-on accès. Dans certains cas, on peut très bien nous dire, écoutez, vous pouvez avoir tel ou tel numéro, mais par contre, les anciens, vous ne pouvez pas les avoir. Ou au contraire, vous allez voir tout taper, point barre. Donc, c'est là où on va dire, où on va voir. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il en est. J'avais regardé, il y a en 2021, début 2021, pour voir éventuellement quelle était la disponibilité. Et à l'époque, je n'avais eu aucun retour. Ah ouais. D'accord. Peut-être qu'un autre éditeur s'y est intéressé, qui y a des liens, qui a un copinage, j'en sais rien. C'est possible. Hein. Et puis c'est normal. Du coup, en termes d'acquisition, vous êtes comment? Tu as un peu liberté totale sur les choix que tu vas faire? Non. La manière dont ça se fait, c'est que je tente de lire tout ce que je peux, mais vraiment tout ce que je peux, et ensuite on discute avec mon binôme Alexandra Vagnon, et on voit en fait ce qui est intéressant. Elle de son côté donne son avis en pesant pour et le contre. On regarde si ce genre de choses a pu marcher ou pas, parce qu'il y a des choses qui marchent aux États-Unis et qui ne marchent pas en France. Il y a des choses qui marchent en France et qui ne marchent pas du tout aux États-Unis. Et ensuite, on évalue, on va dire, une offre et on la fait valider en haut lieu pour savoir si effectivement on peut débloquer telle ou telle somme. D'accord. Et dans quelles conditions, etc. Et là, certains des éditeurs vont nous demander, oui, mais dans quelles conditions, vous voulez sortir comment, si c'est une série, est-ce que vous voulez tout sortir, est-ce que vous voulez sortir que le dernier numéro, allez-vous faire une édition collector, etc. Faire des intégrales. Ok. Intégrales. Est-ce que vous allez faire plusieurs formats? Alors c'est très très dur parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai envie de partager avec vous, mais tant que certaines choses ne sont pas finies, on va dire que c'est dur. Mais on va dire plusieurs sujets qui ont été abordés, dont je vous enverrai des textos. Voilà. Ce qu'on te propose, c'est quand c'est officiel, tu nous rappelles, on se refait un live et tu balances les news.
Pas de problème. Voilà, ça c'est quelque chose qui va bien. Et on me fera signer une clause d'exclusivité pour le collectif. Nous sommes les 4 comme ça. D'accord. Du coup, en parlant un petit peu de tout ça, on voit que vous êtes sur un format qui est justement un petit peu le même, on va dire. C'est un choix que vous avez fait. Est-ce que ça risque d'évoluer? Est-ce que vous allez Alors, rester sur cette logique-là? c'est un choix Ok, qu'on a fait parce que c'est vraiment le format le plus classique comics qu'il y a. Euh, les choses peuvent évoluer. Les choses peuvent d'accord. évoluer, bien entendu. Mais on va dire je pense qu'on est un peu jeune pour d'un seul coup se dire, écoutez, on va sortir l'édition qui fait 1 mètre, exclusivement en noir et blanc. Qui ne rentrera pas dans une Billy. On n'entrera pas dans Ouais. Voilà, exactement. Ça, c'est vrai que c'est chiant. Non, mais pour l'instant, oui, on est plus sur ce format. Cette logique-là. J'étais tombé sur quelques comics en fait qui sortaient un peu de ce format-là. C'est un format qui était presque à l'italienne. Mhm. Donc là, à partir de là, il aurait fallu effectivement changer et donc potentiellement modifier un peu la charte graphique. Mais on n'en est pas là. Mais comme enfin oui, on peut toujours rêver. Si ça se trouve, un jour, on aura l'édition noir et blanc coffret d'une étude en émeraude. Où Mhm. il n'y aura que le sang vert qui apparaîtra et tout le reste en ton de gris. Ah, ça sent l'édition collector. De Noël. Une belle envie là. On rêve, on rêve. Bah, c'est envisageable. C'est vrai que ce serait sympathique en tout cas. Ah bah Mm. oui, et puis, bon, attendez, mais si les ventes, oui, si les ventes le justifient, c'est que c'est une possibilité. Maintenant, il va Mm. falloir justement qu'on puisse négocier avec Egeman, enfin, avec les ayants droit en général, pour qu'ils soient d'accord en disant, vous faites quoi là, les Français Mm. là Qui vous êtes fous C'est ça. Avec une dédicace de leur part en plus dedans. Bah oui. Bien sûr. Voilà. Numéro Un beau petit package. C'est ça, c'est ça. Du coup, j'ai eu une petite question tout à l'heure qui m'est arrivée. Je sais pas si elle est passée par le chat ou ailleurs. On m'a demandé est-ce que on peut envisager du Alan Moore chez vous sur peut-être des anciens récits. Alors, je sais pas, hein, j'ai pas d'infos, mais j'ai eu cette Alors, question. on peut envisager du Alan Moore. Maintenant, il faudra déjà se poser la question que qu'est-ce qu'il y a de libre Mm. qui n'a pas été publié de chez Alan Moore. Là, tout à l'heure, on a appris le décès de Kevin O'Neill, donc on sait déjà que Ah merde, je sais pas, putain. voilà, Kevin 69 ans, O'Neill, le pauvre. voilà, rest in peace. Pas vu. Euh, euh, je sais pas ce qui va rester à l'heure actuelle d'Alan Moore, puisque régulièrement, je ne ferai plus jamais de comics. Ça suffit. Et puis après, à un moment ou à un autre, il sort un autre truc, il s'est calmé, je sais pas. Mais oui, enfin, certains trucs qu'il a pu sortir à l'époque chez 2000 AD ou ce genre de choses, oui, ce serait intéressant. Je ne sais pas du tout si le public moderne Mm. est très réceptif, mais sur le principe, en tout cas, moi, oui. C'est envisageable, quoi, en tout cas. Ah oui, Ok. complètement, complètement. Enfin, il y a des choses qui sont exceptionnelles. Je félicite, là, pour une fois, je vais faire un écart, je vais féliciter la concurrence, mais il y a des choses qui sont sorties d'Alan Moore, faites par Alan Moore, qui sont magnifiques. Qui sont vraiment magnifiques. Effectivement. Même si c'est pas facile d'approche, oui, c'est vrai qu'il y a des choses très très bonnes. Non, et puis en plus, si vous regardez certaines des adaptations, comment dire, et c'est là, justement, je pense que c'est là que je trouve notre boulot. Si vous regardez Watchmen, vous pouvez avoir, je ne sais plus combien d'éditions de Watchmen qui a pu exister, entre les gardiens, les grands formats qui expliquaient à l'époque, qui existaient à l'époque. Puis après, il y a une édition qui était chez Delcourt, ensuite Panini. Delcourt, c'est un massacre. Hein? Celle de Delcourt, ça a été un massacre avec une nouvelle traduction. Ça a non. été catastrophique. Ah non, toi, tu parles de celle de Panini.
Non, ou peut-être Panini. Enfin, le grand format chez Delcourt, c'était une autre traduction, je crois. Non, c'est ça, mais c'était chez Panini. Le grand Ah, format, c'était chez effectivement, Ah, où à un Panini moment, qui massacre la traduction. Oh. Non. étonnant, hein. mais à l'époque, Bah, ils avaient changé la traduction entre-temps, en fait. effectivement, ils avaient fait un truc qui était fantastique, je me souviens toujours, qui était, oh là je tire sur une ambulance, mais c'était, à l'époque je travaillais chez Album et je voyais les gens en train d'avoir les larmes tellement ils riaient, qui était à un moment, si je me souviens bien, il y a Rorschach qui va voir un criminel et qui lui dit, qui est en train de mourir du cancer, et qui lui dit, mais en anglais il lui dit I got your number, ce qui signifie je t'ai à l'œil. Mm. Donc, rappelons que ça se passe en 1986. Ils l'ont traduit par Jeton 06. Ah, oui, c'est bien du Panini, ça. J'étais estomaqué en me disant mais putain mais c'est pas possible quoi. Comment ils ont pu faire un truc pareil? Il n'y a pas eu de relecture ou je sais pas. C'était. Oh putain. Donc oui, je comprends ce que tu dis. Mais c'est là, je pense que justement c'est là notre boulot, c'est de effectivement, il peut y avoir parfois des tournures de phrases parce que ce que veut dire, ce qui est écrit à la base est alambiqué, et compliqué. Putain, traduire du Gaiman c'est pas évident, croyez-moi, mais il faut essayer en fait de rendre quelque chose qui est à peu près digeste, même si des fois il faut carrément trahir et adapter. Mm. Adapter l'intention autant que possible, et ça signifie qu'on comprend l'intention, ce qui est très, ce qui est très arrogant en fait. Mais bon, faut aller là-dessus. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. J'ai vu beaucoup trop de bouquins qui étaient mal traduits dans la mesure où l'intention était perdue. Il y avait quelque chose qui avait disparu dans ce qui voulait être exprimé vraiment. Mais à côté de ça, il y a eu des trucs qui étaient magnifiques. Il y a des adaptations où j'ai le cul par terre. Multiversity, je sais, alors voilà, de nouveau, on dit Multiversity, la version française de Multiversity de Grant Morrison, chez Urban, vaut son pesant d'or. Vraiment. C'est un truc, aussi bien au niveau de la fabrication que de la traduction, j'applaudis des deux mains. Ok. Oh, c'est un beau bouquin. C'est un très beau bouquin, franchement. Défoncé. Tu pars de la concurrence, c'est vraiment. Mais non, mais rendons à César ce qui appartient à César. Ouais. Oui. Ça se trouve, ils nous le rendront un jour. Oui, bah oui, de toute façon. Bah oui. Oui. On a échangé avec plusieurs directeurs éditoriaux. Oui. Et l'idée, c'est pas forcément vous travaillez tous pour le même truc, faire connaître et développer le comics en France. Et nous, c'est un petit peu l'idée du collectif. Donc, vu qu'on parle un petit peu justement du marché en France, c'est quoi, toi, ton point de vue sur le marché du comics français, justement, en tant que nouvel arrivant sur le marché en tant que directeur éditorial? Je pense qu'à l'heure actuelle, en France, le comics, en fait, a un sale rôle. Ok. Un sale rôle, c'est-à-dire qu'il y a des pépites, il y a des trucs qui sont incroyables, mais pour l'instant, le comics a le sale rôle, c'est-à-dire que le manga s'est exécuté, parce que le comics est là depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a eu des allers-retours, Superman a été publié dans Spirou, faut pas oublier, pendant la guerre, il y a eu plein de choses, et par la suite, surtout la base la plus stable est venue des éditions Lug. À partir de fin 69, les choses ont commencé à devenir un peu plus, on va dire, la plupart des gens en fait s'y connaissent plus en Marvel qu'en DC, parce que en fait ils vont manger plus de Marvel que de DC. Il y a une certaine logique. Mais ça restait en fait un produit kiosque. Ce qui s'est passé avec les mangas, c'est qu'en fait, ils sont arrivés en kiosque, mais ils ne sont pas restés très longtemps. Très rapidement, ils ont été adoptés par des maisons de livres, de par leur format. C'était des formats de poche.
Donc j'ai lu en avait, Fleuve Noir en avait, etc., etc., etc. Oui, je crois que j'ai lu, ils avaient Fly, non? C'est pas ça? Mais chez J'ai lu, ils avaient Nicky Larson, ils avaient City Hunter, ils avaient Ah ouais. Cat Eyes, ils avaient Ken, ils avaient. Non, ça se passait bien. Mm. Et cette génération-là, qui en plus par la suite portée par des événements comme des événements films comme Akira, qui a d'un seul coup assis de manière sérieuse tout ça, même chose avec Ghost in the Shell, et en plus, c'est toute une génération, pour les plus vieux qui avaient commencé avec le Récréa 2 et ensuite le Club Dorothée, et les plus jeunes que le Club Dorothée, on va dire qu'on a bouffé ça à outrance. H24. H24, exactement, ce qui fait que des années plus tard, devinez quoi, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat pour pouvoir acheter effectivement une statue Dragon Ball à 300 € si nécessaire. Ça leur fait pas peur. C'est normal. Maintenant, le problème des comics, c'est qu'ils sont restés dans le kiosque très 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 longtemps. Il y a des entre guillemets beaux bouquins qui sont développés grâce à des pionniers, effectivement. Mais l'explosion réelle, en fait, elle a eu lieu en 2012 avec Avengers qui arrive au cinéma et qui pète la baraque et Walking Dead. Ouais, Walking Dead. C'est vrai que la série elle est arrivée quand Walking Dead? Qui a été une déferlante. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens se sont dit, mais les comics, c'est bien. Alors, ça signifie pas forcément que, et comme les ventes le montrent, c'est pas parce que, en fait, Avengers cartonne que, pour autant, on vend à tir d'arigot en fait, des comics Avengers. Loin de là. Pour suivre Marvel, faut y aller, quoi. Faut savoir par où tu commences et par où tu continues et par où tu finis. Il y a des Iron Man, quel que soit le succès de Robert Downey Jr., il y a des Iron Man qui sont vendus à 200 exemplaires étalés sur 2 ou 3 ans. Ah ouais. Donc, ah oui, oui, oui. Et donc, à partir de là, il n'y a pas forcément un rapport de cause à effet. C'est beaucoup plus simple, effectivement, si on prend des œuvres qui sont plus courtes, qui sont contenues, comme un V pour Vendetta ou ce genre de choses, oui, effectivement. Les gens sont allés au ciné, ils sont sortis, ils ont acheté plein de V pour Vendetta qui n'a pas été le succès, un succès forcément fantastique, mais qui a servi de tremplin à certaines personnes et qui ont été l'acheter. Même chose pour Watchmen. Le film Watchmen, plusieurs personnes ont chié dessus à genoux, mais malgré tout, ça reste un bon film. Ça a servi, hein. Ça reste un bon film. Ah ben personnellement, moi j'aime. Une bonne adaptation. Hein. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne adaptation. Visuellement, je trouve ça carrément beau. Carrément. Mais surtout, ça a permis à des gens, à des jeunes lecteurs, à mon avis, de se dire, ok, d'accord, très bien. Voyons ce qu'il y a derrière. Donc, ils ont dû prendre quelque chose, un graphiste qui peut-être leur semblait plutôt vieillot, avec des couleurs qui sont vieillottes, etc., etc. Mais malgré tout, vous regardez les ventes, de nouveau, Urban en a vendu plein, alors qu'avant ça, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a eu Panini, il y a eu Delcourt, il y a eu Édition USA, enfin voilà. Il y a eu du monde avant. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'on aura le même genre de décalage. On aura le même genre ça aura le même genre d'effet, parce que de nouveau, maintenant, on voit des jeunes qui se dirigent sur, justement, des comics et qui s'y mettent. Mais ça va être plus progressif. Et, paradoxalement, ils sont noyés, parce que de nos jours, quand on dit, écoutez, je voudrais lire du Batman, très bien. Quel numéro 1 voulez-vous lire? Parce qu'il y en a 12. Donc, c'est pas un problème. Donc, moi, étant donné que je suis officiellement un vieux con, j'aurais tendance à dire, écoutez, vous allez vous faire d'abord soit Dark Knight, soit Year One, et enchaîner sur Killing Joke, et ensuite on verra. S'ils sont un peu plus jeunes, je vais leur dire, attendez, allez, tiens, commençons par la cour des hiboux. Mais une fois sorti de ça, pour pouvoir tenter de suivre, c'est un parcours fléché, c'est pas terrible. C'est pour ça que c'est plus facile de se dire, écoutez, on va lire Walking Dead,
Parce que 1, 2, 3, 4, 5, ça suit, même si c'est très long, et c'est stable. Et c'est valable pour plein d'autres bouquins. Donc, je pense que moi, en toute honnêteté, moi, je pense que les choses vont se développer, peuvent se développer. Maintenant, il y a une façon aussi, et alors là, ça va peut-être faire grincer des dents, mais il y a une façon aussi de mettre en avant. La plupart des maisons d'édition, en fait, on va pas se mentir, pendant des années, ont plus ou moins regardé leur section de comics avec un petit air crispé, c'était pas terrible, il y avait du franco-belge de base, ils ont dû faire un peu de manga parce que le marché c'était nécessaire. Ouais. Puis la même chose par la suite avec des comics, ou bien il y avait un peu déjà de comics, ils ont fait du manga, ainsi de suite, mais c'était bordel galeuse. De nos jours, on peut pas honnêtement contourner le manga, c'est pas possible, les chiffres ils sont là, c'est brutal. Voilà, il y a quand même une différence fondamentale. C'est compliqué. Les rencontres de bande dessinée et les rencontres de manga, c'est pas la même chose. Non seulement en termes de fréquentation, mais aussi en termes d'énergie. Vous voyez, vous êtes en convention de manga. Alors oui, il y a 250 000 Mongols qui crient, il y a de la musique qui baisse dans tous les sens, etc., etc. Mais ils sont super énervés, ils sont passionnés, ils n'en peuvent plus, quoi. Et puis, et l'âge fluctue. En comics, c'est en train de revenir. C'est-à-dire que pendant un moment, si on allait dans des sections comics, il y avait des gens avec des colliers de barbe et des patchs à leur veste. C'est chaud, quoi. On sentait on entrait dans un endroit, il fallait regarder, pas toucher, etc., etc. Et ce n'est plus vrai. À l'heure actuelle, effectivement, on va à Carrefour, on peut acheter des comics. On peut pas forcément acheter tout, on peut pas rentrer dans la subtilité, mais au moins, il y a un début. Je répète, quand j'étais gosse, j'aurais tué pour avoir ce genre de choses. À l'époque, il fallait que, justement, je traîne mes guêtres et que j'aille, à l'époque, à Bédule, dans un quartier surchaud de Toulon pour pouvoir les trouver. Et ensuite, à Album, d'ailleurs à Paris, alors que j'étais en banlieue. C'était pas évident. Et puis le reste, c'était effectivement du kiosque. Donc forcément, quand il dit kiosque, il dit un produit inférieur, c'est-à-dire que c'est pas de la vraie bande dessinée. C'est quelque chose qu'on jette une fois qu'on l'a lu, tout comme, je sais pas moi, les Super Picsou géants, ou à l'époque, pour ceux qui sont plus vieux encore. Le journal de Mickey. Voilà, le journal de Mickey, ou encore les pifs. Épais que les gens lisaient sur la plage, et ensuite dont les gens se débarrassaient, parce que c'était comme ça. Moi, j'ai récupéré à l'époque des Strange dans on va dire, les gens qui ont des cheminées, l'endroit, en fait, il y a du papier à brûler. J'ai récupéré des spéciales Strange en disant, oh là là là, ils sont fous. Je me regardais d'un air de, mais pourquoi je voulais prendre vos trucs, parce que mais arrêtez, vous n'allez pas brûler ça, tenez. On brûle pas les livres, bande de cons. Mais c'est ça. Donc oui, je pense qu'il y a une évolution. Je pense qu'il faut mettre en avant les histoires que les gens peuvent regarder. Si vous regardez, et puis si vous regardez les choses qui peuvent passer sur Netflix, sur Amazon Prime, ou ce genre de choses, il y a plusieurs formules, plusieurs types de choses, types d'histoires qui arrivent. Il y a beaucoup d'adaptations de comics à l'heure actuelle. Sur plusieurs plateformes. Plus ou moins bonnes. Sandman est excellente. Si on prend Sweet Tooth, raté. Oui, c'est vrai, mais Mais c'est vrai qu'il y en a plus qu'avant. Mais oui, il y en a plus qu'avant. Et puis, d'un autre côté, sans faire le militant, mais ça, on va dire, ça œuvre pour la cause. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et entre ça, où regardez, je sais pas, je suis désolé, j'habite plus vraiment en France, donc de temps en temps, quand j'arrive dans un endroit où les gens regardent encore la télé, je suis étonné, mais il y a un truc qui commence demain, ou un truc une sorte des sortes de soap où les gens regardent ça avec attention. Je me dis à chaque fois, juste à côté, on va sur Netflix, on voit des gamins, en fait, dans les années 80, qui entrent dans un espace plus ou moins Lovecraftien, déguisés en SOS fantôme. Ouais, mais c'est pour les mômes. Ouais, mais je vais quand même regarder ça. Tu m'étonnes. Ça me motive plus.
Cet été, j'ai regardé de manière furtive au début et ensuite le lendemain, j'ai regardé toute la nuit. J'ai regardé Paper Girls. Mm. Il y a eu qu'une seule saison, mais ça m'a tenu en haleine. Quelle est la dernière fois qu'une série télé française en fait m'a tenu comme ça? Ça arrive rarement, hein, quand même. Il y en a, mais je peux pas en dire. Il y en a pas des dizaines. Hein. Oui, on sent que l'esprit comics a quand même vachement diffusé, et nous, on participe de ça aussi. On est des générations qui vieillissons, mais qui avons grandi avec le comics, et c'est pour ça aussi l'idée d'essayer de le diffuser au plus grand nombre et d'essayer voilà, comme tu dis tout à l'heure, militer pour la cause, entre guillemets, mais comment on fait connaître au plus grand nombre finalement les titres, et peut-être certains vont arriver dans le comics par Far Cry, et puis ils vont ensuite aller par ici, tu vois, dans quelques années, et c'est tout l'intérêt en fait de la chose. Écoutez, j'espère que ça va être ça. J'espère que les gens vont justement. Je ne veux pas œuvrer pour être une sorte de bibliothécaire en disant, écoutez, seuls les initiés ont le droit de lire. Cela. Au contraire, moi, s'il y a un gamin de 4 ans qui dit, je voudrais bien, voilà, ou de 6 ans, parce qu'il faut quand même lire. C'est 4 ans. Voilà, 4 ans, il est surdoué, et auquel cas, on l'embauche tout de suite. Mais s'il y a 6 ans, 6 ou 7 ans, et qui se dit, écoutez, je voudrais lire quelque chose, je vais lui enlever au Waxwell des mains, le remplacer par quelque chose de plus sympa. Tu m'étonnes. Mais faire en sorte, effectivement, que le gamin puisse lire, et puis qu'il puisse s'amuser, qu'il puisse trouver. Enfin, il y a une histoire qui le tienne en haleine. Se reconnaître au héros ou à l'héroïne, ouais, c'est ça. plonger dedans et créer son propre univers dans sa tête également. Pour moi, c'est ça la chose la plus importante. Maintenant, effectivement, si on pouvait récupérer en fait des classiques, ça c'est le geek en moi qui parle. Si on pouvait récupérer effectivement des classiques inconnus de John Byrne, de George Pérez, d'Alan Davis, le tout scénarisé par des maestros, enfin ce serait fabuleux. Mais en fait, j'ai pas encore découvert ce trésor-là, hélas. Mais oui, moi, théoriquement parlant, si j'étais persuadé que c'est un minimum si ça marchait vraiment, de dire, écoutez, on va sortir Nexus, de Baron et Druid, et les sortir parce que, voilà, je suis admiratif, mais il y a une évolution au niveau du trait qui fait que, voilà, oui. Oui, c'est ressorti, j'allais dire justement, et c'est Futuropolis, non? C'est Futuropolis qui l'a sorti, écoutez. Delirium. Ah, désolé, je me suis trompé. C'est Delirium. Pas bien, excusez-moi. Mais voilà. Mais entre les premiers Nexus et les Nexus, on va dire mi-90, c'est pas le même trait, c'est pas la même maîtrise, c'est pas le même propos. Il y a tout un truc qui a pu évoluer. Donc je sais pas. Enfin, désolé, je bégaye, mais en fait, il y a tout un catalogue à mon avis, qui est à revoir de par effectivement la disponibilité, mais de par sa qualité. Est-ce qu'il peut parler à un public moderne ou pas? Parce que je peux pas uniquement me dire, écoutez, alors c'est mortel, on va regarder, je vais ressortir des trucs qui m'ont fait plaisir à moi, et puis d'un seul coup, moi, genre il y a Sal Buscema qui a décidé de me faire une série indépendante qu'il a fait dans les années 80, je vais la sortir. Non, enfin, oui, pour moi, oui, mais je pense qu'il n'y a personne entre 15 et 25 ans à l'heure actuelle qui va dire oui, écoutez, oui, tout à fait, je vous suis naturellement. Tenez, allez, combien il vous faut? Tout à fait, voilà. C'est ce qui signifie pas non plus que de se précipiter sur des trucs ultra commercial. En fait, si c'est pas intéressant, mais ça reste toujours très subjectif. S'il y a quelque chose qui va pouvoir me passionner et d'autres choses qui, au contraire, et on va dire cette même œuvre va énormément déplaire, on va dire, à quelqu'un d'autre. Moi, je sais que à un moment, j'ai eu un battle avec une fille, entre guillemets, verbal, qui était, quelle est la plus grande œuvre sur Batman? Quand elle m'a sorti Long Halloween, j'ai fait, non mais d'accord, mais voilà, dans ce qu'il y a
le plus impressionnant, on ne peut pas me répondre Long Halloween. Attention, Incel, il n'y a pas de problème. Genre, voilà, c'est un génie. Death Metal? Non, mais voilà, la méchanceté. Voilà. Je me cache. Voilà, la méchanceté. Mais il y a des choses. À l'heure actuelle, qu'est-ce que enfin, en boutique, qu'est-ce qui est considéré comme des incontournables pour un lectorat plus jeune? Bah, en Batman, tu veux dire? Ou non, même en tout. En tout? En tout, qu'est-ce qui est voilà. C'est pas un titre, parce que forcément, si on dit Spider-Man, il y a tout un truc. Ouais. Mais on va dire, Oui. bon, voilà, paf. Qu'est-ce que, en tapant chez les moins de 30 ans à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu as pu voir, toi, qui a vraiment été un franc succès, où tu te dis, genre, waouh, ah oui, d'accord, ça vraiment, ils aiment vraiment. En moins de 30 ans, là, compliqué. Là, j'ai vendu samedi un Daredevil de Frank Miller. C'est le premier Icons, un mec de 25 ans. Je lui dis, bah, Daredevil, il faut commencer par là. Ah oui, on est d'accord. Il avait bien aimé la série télé. Mais après, bon, les jeunes, Après, des trucs qui fonctionnent. Avant 30 ans, ils se dirigent pas vers le comics. C'est ça qui est compliqué, quoi. Après, Ou alors du The Walking Dead, ou Ouais. Après, on peut les lancer aussi sur les tortues, parce que 15-25, c'est parfaitement l'âge, mais c'est pas un franc succès, bien que cette série soit qualitative au plus haut point. tout à fait, ouais. Bah, j'arrête pas de faire chier les gens avec ça, mais bah, j'en ai vendu, hein. J'étais content, la semaine dernière, pour un anniversaire. D'un gamin de 15 piges, je pense qu'il va kiffer, mais Ah oui. Et en plus, avec la sortie de The Last Ronin, qui peut se lire en totale indépendance de la série régulière, c'est aussi une très bonne porte d'entrée. Oui. Mais enfin, le truc, c'est ça, justement, c'est l'illustration de mon propos, c'est-à-dire comment c'est pas le, comment dire, c'est pas les arguments de comment faire venir les gens aux comics, c'est surtout, on sait qu'il y a des comics qui leur plairaient. On sait. Maintenant, c'est comment leur donner envie, déjà, ne serait-ce que d'ouvrir la page. Et une fois qu'ils l'ont lu, pas de problème. Avant, il y avait un système qui était très simple. On avait de la famille, quelqu'un en lisait un. Ça, c'est bien. Le bouche à oreille. Pas de problème, t'as le bouche à oreille. De nos jours, en fait, les gens sont sollicités. On va dire, le marché a grandi. Il faut faire des choix, financièrement. C'est ça. Bah, il y a eu une explosion aussi avec le succès de la série Walking Dead qui a fait que beaucoup de gens se sont jetés sur le comics. Parce que le comics, je crois que moi, le premier tome que j'ai eu de Walking Dead, c'était en 2004 chez Semic, quand je faisais ma première année d'études de libraire, et j'avais trouvé ça mais démentiel, ce truc, hein, en noir et blanc, avoir une telle intensité dans l'angoisse, dans la peur, à côté du mode zombie. On s'est dit, waouh, c'est un comics qui met une sacrée claque dans ça, et c'est vrai que ça a explosé avec le succès de la série, parce que la série au début, hein, je précise bien, au début, était quand même bien foutue. Moi, j'ai adoré regarder la série et lire le comics, même si la série a mal terminé, on va dire, au niveau qualitatif, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est vrai qu'il faudrait plus de succès comme ça au niveau télévisuel pour qu'il y ait plus de succès derrière en comics aussi. C'est vrai. Après, il faut pas qu'il y ait des trop de transformations comme ce qu'a fait Disney, entre guillemets Netflix avec Sweet Tooth, où ils sont partis d'un truc plus gnangnan, plus pour tout public, alors que quand on lit le comics, c'est pas pareil. Ils ont tous transformé le truc, c'est-à-dire que The Boys, on va dire, on part dans une autre direction. Oui. À chaque fois, il y a une énorme adaptation. Mais moi, ça me dérange moins parce que plusieurs personnes me disent mais tel truc, là ils ont changé tel personnage, là ils ont changé l'époque. Ça me dérange pas forcément parce que de toute façon, voilà, depuis le début, j'ai toujours l'impression qu'on viole mon enfance. Mais si on garde l'esprit, si on garde sincèrement l'esprit de l'œuvre originale, c'est déjà ça. C'est déjà vachement intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, mais Sandman qui est sorti dernièrement, que j'ai commencé à regarder, et ben je la trouve vraiment excellente. Et
on va dire les aficionados du comics ont également très apprécié la série. Je suis partagé. Dans, on va dire, 80% des cas. Après, Oui. il y a toujours une exception. Mais voilà, Non, c'est non, vrai non, que c'est une c'est-à-dire que série qui est classe et je qui donne trouve, envie, je quoi. trouve en fait que voilà, je pense que voilà, je pense qu'en mi-année 90, je pense que j'aurais pété un plomb de joie. Là, je m'attendais à quelque chose de fort, peut-être plus fidèle parfois. Bizarrement, ce que je pensais être rébarbatif m'a plu, et ce que je pensais qui allait passer crème, en fait, m'a parfois posé problème par sa lenteur ou par le jeu d'acteur ou ce genre de choses. Et il y a toujours un truc, voilà, là je suis désolé, je le dis à voix haute et puis tout le monde pourra. Mais pourquoi ils n'ont pas modifié sa voix? Pourquoi est-il fringué toujours avec des fringues contemporains, même quand il est dans le domaine des rêves? Et pourquoi est-ce qu'on voit ses yeux? Ça, voilà, ça c'est moi. Ensuite, voilà. Par la suite, les délires de ouais, la mort, c'est une noire, pas normal. Constantine, c'est une gonzesse. Bah, c'est un problème de droit essentiellement, je pense tout simplement. On n'avait pas envie forcément d'avoir trois Constantines qui se baladent entre Keanu Reeves, le gars de Legends of Tomorrow Oui. et Jenna Coleman. Enfin, en l'occurrence, ils ont mis Jenna Coleman pour ça. Mais c'est plus des petites choses, même chose. Voilà, en parlant de l'esprit, justement, l'esprit ou de l'adaptation, que ce soit une traduction ou une adaptation, vous faites Sandman, il y a ce numéro, justement, avec Constantine, où tout du long, dans un comics, il y a quand même, en fait, on entend une bande-son avec que des chansons qui ont rapport avec les rêves, dont Mr. Sandman. C'était le moment où jamais de placer la chanson, rien. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas eu d'effort de ce côté-là. Alors, que c'était des restrictions budgétaires, est-ce que c'était un problème de droit? Si ça se trouve, l'envers du décor, je ne le connais pas, hein, moi. Je vois ça comme un consommateur de base, un lecteur, un fan. Et voilà. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si c'est quelque chose qui tient tellement à cœur, on sera déçu. Je ne connais pas un seul film à l'heure actuelle de super-héros où j'ai pas été déçu. Il y a des films, en fait, qui m'ont transposé, bien entendu. Mais il n'y en a pas autant que ça où je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est fidèle, qu'est-ce que c'est exceptionnel. Justice League de Snyder, non? T'en as pensé quoi? Ah, le Justice League de Snyder, mais j'ai hurlé de bonheur, mais parce que j'ai des problèmes dans la tête. Moi, en fait, l'imagerie de Snyder me va. Bon, c'est un peu trop christique. Un peu sombre aussi. C'est complètement sombre. Mais de toute façon, déjà, une fois qu'on a vu Man of Steel, on se dit, bon, c'est ça Superman? Ah ouais, d'accord. Bon, en fait, il s'en prend plein la gueule. Et c'est un miracle qu'il ne soit pas devenu un serial killer. Il faut attendre le Joker dans... Ah merde, je trouve plus la série. Ah, ça m'énerve. Dans Injustice. Oui, bah oui. Belle scène. Oui, bah oui. Mais voilà, mais autrement, il y a des choses qui sont... Il y a des adaptations qui sont fantastiques. On citait Watchmen tout à l'heure. Effectivement, Watchmen, voilà, moi j'ai trouvé ça génial. Mais ça n'a pas marché. Hein. Non, le film, Ouais. quand même. Hein? Le film a quand même pas trop mal marché. Hein. Non, financièrement, pas. Non, pas top. Ah, je pense que c'est parce que j'ai bien aimé le film que je pensais. Clairement, c'est une bonne adaptation. Ouais. Et justement, parlant de séries, de films, etc., j'avais deux petites questions. Est-ce qu'il y a possibilité un jour qu'on voit en série une adaptation des comics que tu as sortis ou qui sortiront? Et est-ce qu'il y aura des créations originales comme ce qu'il y a eu chez 404 Comics avec Mundus? Alors. Joker, ok. Non, c'est compliqué. C'est-à-dire que la création, pourquoi pas? Ça a été un sujet de discussion à moult reprises. C'est une des raisons à la base pour laquelle j'avais été entre guillemets sélectionné. Mais maintenant, il faut voir dans quelles conditions, parce que c'est ce genre de choses comment dire, se lancer dans la création est quelque chose qui doit être vraiment bien fait, parce que le terme comics français a été galvaudé.
Ouais, je suis d'accord. Et C'est les difficile. gens me disent, oh, t'es un enculé, ceci. Non, non. En fait, pour moi, en termes de comics, il n'y a pas eu énormément de choses qui peuvent mériter d'être appelées comics. Et je vais être extrêmement méchant. Depuis Mustang. Mm. C'est-à-dire que oui, Micros, Photonic, à l'époque, ils ont fait quelque chose qui comprenaient, qui ont absorbé, digéré et restitué un esprit qui était parfait. Maintenant, on n'aime pas, ça c'est un autre problème. Parce que forcément, il y a des gens qui sont plus photoniques que Micros, ou Cosmo, ou Ozark, etc., etc. Mais ils avaient compris. Ils avaient vraiment compris. Maintenant, il y a beaucoup de choses depuis qui ont été appelées comics et qu'on m'a montré. Je suis resté très poli et je n'ai rien dit. Ok. Non, parce que ça reste de la bande dessinée déguisée. C'est la bande dessinée aiguisée on va dire, du franco-belge réduit. C'est ça, oui. Ça reste que ça. C'est-à-dire que, enfin, une fois de plus, on tente d'expliquer aux gens, les comics, c'est tout comme les mangas, enfin, c'est du genre, hey, regardez, un tel, il fait du manga. Ouais, il a dessiné sur un format poche. Elle est mortelle, ton histoire. Mais c'est pas ça, c'est-à-dire que chacun, que ce soit le franco-belge, le comics ou le manga, chacun ont des codes. Que ce soit des codes de narration, que ce soit des codes de graphisme, des choses qui se font pas. Le lettrage, par exemple, pour les comics, c'est certainement la chose la plus chiante par rapport à ses deux collègues. Le franco-belge, ça va à peu près, parce que de toute façon, en plus, en général, la bulle est carrément dessinée directement dedans, et donc par la suite, on fait le lettrage, point. Le manga, c'est simple, hein, au Japon, le lettrage est mécanique, de toute façon. Avant, même quand il n'était pas mécanique, c'était malgré tout des choses qui grattaient, donc voilà. Les comics, à l'heure actuelle, vous voulez traiter du comics et le faire bien, mais dites-vous qu'il y a des endroits, en fait, où il y a 17 différentes typographies, selon qui parle, sur la même page. Enfin, une fois de plus, hein, lisez certains numéros de Sandman, vous allez en chier, quoi. Ouais. Oui, bah oui, là, par exemple, oui. Bah oui. Et si vous allez sur la page avec la reine, vous allez noter que, en fait, justement, il y a encore une autre typo. Ouais. Ouais, c'est un gros boulot, on se rend pas compte, mais c'est assez ouf. Hein. Ah, le mec, enfin, la personne, le mec, la personne qui a fait le lettrage est un ami et je pense qu'il a transpiré du sang. Loïc Rémy, Tout à fait. par exemple. Oui. Parce que c'était un super. Mm. Voilà. Enfin, enfin, bon, ça c'est pour la partie créa. Et l'autre partie, c'était quoi? Une future adaptation en série si c'est une opportunité. J'espère vraiment qu'un jour quelqu'un reprendra Work Through Hell, parce qu'en fait, Bon. en tant que série, ça peut faire une saison. Sans trop de difficultés. Maintenant, le reste, Magic, il faut savoir qu'il va y avoir une série télé Magic sur Netflix, animée. Ah, ok. Et Ouais, j'ai vu. voilà. Quant à Assassin's Creed, ça c'est pas un secret. Ubisoft a fait un partenariat avec Netflix pour pouvoir sortir des séries télé. Donc on va en bouffer. Hein? Donc on va en bouffer. On va en bouffer, mais ce ne sera pas forcément nos histoires à nous, c'est ça le truc. Ouais. Ah non, moi je voudrais, hein, si quelqu'un me dit, écoutez, là pour l'instant, ça va être ce Baldur là et ça va être ce Loki là dans une série télé. Ah oui, moi je suis joyeux. Hein. Je crois pas. Mais là, de toute façon, on est sur des logiques cross-média de toute façon, hein, sur ces univers-là. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui essayent de se développer. On touche plusieurs types de cibles de public à différents endroits. À différents endroits, tout à fait. Mais c'est pour ça que justement c'est du cross-média. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir, on va dire, un adolescent se faire piquer par une araignée radioactive. Les 27 différentes fois où vous le verrez dans une nouvelle série télé. Vous allez plutôt voir, je ne sais pas,
justement quelqu'un d'autre. La même chose. Là, on voit justement une autre facette d'un univers qu'on connaît. C'est ça. Alors moi, j'avais une petite question, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de ce live. Est-ce que tu as déjà le planning éditorial de l'année prochaine? Est-ce que tu as peut-être des exclus ou un petit truc que tu aurais le droit de nous dire, un petit peu en Voilà. avant-première? Alors, en tentant de ne pas contempler mon licenciement prochain, Oui, hein, on veut pas ça non plus. Hein. T'inquiète, Non, ça non, restera entre attends. nous. On continue sur du Magic, mais très différemment de ce que vous avez pu voir. C'est-à-dire que vous allez voir en fait l'angle, sous un autre angle, en fait, une partie de l'histoire qui a été dans le volume 1 et 2. Vous allez voir en fait quelque chose d'autre. Ok. Un détail, un personnage secondaire, et le voir sous ses yeux, sous les yeux du personnage en question, qui est un personnage très connu. Vous allez avoir comme je disais tout à l'heure, un Assassin's Creed qui est fait par justement du vrai pur comics, vraiment, de l'auteur. D'accord. Vous allez... Alors là, je m'avance pas trop, parce que je peux vous en dire une partie, mais je peux pas tout révéler, mais vous allez voir... Qu'est-ce que tu as le droit? Non, ce qui Sans a été peut-être problème. ce qui a été demandé tout à l'heure par justement notre ami, qui a été, vous allez voir, un véritable ponte du comics sur 3 volumes. Ah, cool. Ouais, En 8 lettres, allez, chercher. voilà, exactement. Ratatatatata. Non, et justement, comment dire, sur de la fantaisie, de la mythologie. Donc là, vous allez voir. J'espère. Moi, bon, en tout cas, ça m'a suffisamment parlé. Fantasy dans un univers connu, qui reprend peut-être des histoires déjà connues, comme le mythe arthurien ou quoi que ce soit, ou... C'est ça. Plutôt dans ce genre-là. D'accord. Ok. Et qui revisite un peu comme One Sense Future, ou... Non, qui crée une suite. Il crée une suite? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De quoi est-ce que je peux parler sans forcément tout révéler? Le planning des dédicaces. Vous allez voir. Alors là, je vais faire un teasing. Vous allez voir une version revisitée de Doctor Who. En plus, c'est plus violent et plus, si je puis me permettre, porte-nawak. Ah, cool. Un, Du un bon Rick et Watch Morty, Dogs. un Rick et Morty versus Cross, quoi. T'as dit celui-là, je peux en parler, en fait. Ah bah vas-y, fais-toi Vous allez voir plaisir. un truc qui s'appelle Marjorie Finnegan, criminel temporel. C'est scénarisé par Garth Ennis. D'accord. Oh C'est putain. dessiné par Goran Sudzuka, c'est-à-dire c'est l'équipe artistique qui était sur Walk Through Hell, sauf que c'est une fille qui traverse le temps et l'espace Trop bien. pour voler tout ce qu'elle peut. Oh, Excellent. une Ça, c'est du Catwoman bon. de voyageuse du temps, c'est bien. Voilà, mais Une version en bourrin. aussi voleuse. Excellent. Bah, merci de ces belles, belles infos. C'est super C'est cool. clair. Merci pour l'exclu. Je Eh pose ouais, une dernière. fallait venir dans le live pour le savoir. Tiens, hop. Ouais, ou en replay. Je pose Ou en une replay. dernière question avant qu'on fasse gagner le. On fait ça, les copains? Nico, t'es prêt? Ouais. Alors, je pose Allez. une dernière question. Et après, on fait le concours. Ça vous va? Parfait. Alors, moi, j'aurais une question toute personnelle. Du coup, David, quel est ton dernier coup de cœur comics? Et t'as le droit de citer d'autres que Black River Tu Comics. dis ce que tu Non, veux. non. Hein. Eh ben, mon dernier coup de cœur comics est quelque chose qui n'était pas tout à fait neuf, mais il y a quelques mois de ça, il y a plusieurs mois même, je dirais, en avril, je l'ai acheté à Londres et je trouve que c'est un des plus grands trucs jamais faits.
Et c'est Et c'est Ah. quel teasing. Attends, on voit plus bien. Ah, Planétaire. Planétari, ah oui, c'est excellent. Ah ouais. Donc, Planétari, c'est excellent. et cette édition est grandiose. Ah oui, le coffret, il a l'air sublime. Le Mais coffret ouais, est sublime. Planétari, c'est très très bon. Il ressemble à une des comment ça s'appelle justement un des magazines Planetary. Voilà. Magnifique. Ça, c'est excellent. Super beau, Voilà. super beau coffret. Bah, merci Et- beaucoup. Oui. Très beau coffret. Merci à beaucoup. vous. Du coup, on va faire gagner ça. Bon, Iranon, tu choisis le mot à mettre dans le chat et puis je vous laisse faire. Hein. Bon, on va faire simple, hein, Far Cry. Ouais. Allez. Et c'est Nico qui se charge de fermer les yeux, de faire « c'est toi ». Voilà. Alors, mettez Far Cry dans le chat et puis on va faire gagner quelqu'un. Voilà. Bon, bah, vous me dites, hein. Oh bah, quand vous Après, voulez. il y a non. Fais défiler et vas-y. Hein. Bah, en fait, il n'y a qu'un seul Planetary pour l'instant. Ah, donc cette fois-ci, j'ai bien le bon... Mais non, il y en a un, c'est qu'il n'y a aucun Far Cry pour l'instant. Si, il y en a un. Si. Il y en a Ah un. oui, un. Deux. Il y en a deux. C'est le décalage, il y a du décalage en Trois. fait entre le moment où on parle et le live. Allez, sur les 12 personnes, 11 personnes qui nous suivent, allez-y, faites-vous plaisir. Et sinon, en attendant, j'aurais une petite dernière question, une vraie dernière question. Ah, De la soie. Pour Black River, donc je pense que c'est une période assez compliquée pour exister vu la quantité pléthorique qu'il y a de comics en France. Est-ce qu'il y a une ligne en fait que vous respectez, vous avez dit peut-être une limite à pas franchir ou C'est-à-dire que sur ce qu'on veut faire. ouais, ou par exemple de faire de la licence, on va dire entre guillemets facile à vendre pour Alors, récupérer des trucs, toi. quoi qu'il arrive, il faut que ce soit quelque chose qui soit hors du commun. Ça D'accord. peut pas être même le truc. Même si demain on a, je sais pas moi, Sienkiewicz qui a fait Margaret Thatcher ou je sais pas le prince Charles, enfin le roi Charles qui remplit sa feuille d'impôt, je m'en fous. Maintenant, non, voilà, si demain, je sais pas moi, Haribo me dit, nous faut des comics sur Haribo, ben, La bataille des préférablement, floppies contre les dragibus. non, je trouve pas ça intéressant. Enfin, la première chose Nico, en fait, je pense que voilà, la première chose qui me motive, c'est l'histoire. Oui. Donc, avant toute chose, ce sera ça. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Jusqu'ici, moi, je suis un fan hardcore d'Assassin's Creed depuis le début. Ça ne veut pas dire que toutes les BD que j'ai pu voir étaient fantastiques. Hein. D'ailleurs, on les a pas toutes récupérées. J'ai fait le tri. Maintenant, oui, on va dire qu'il y a plus qu'une limite. Il y a plus qu'une limite. Il y a plein de choses que je n'ai pas forcément envie de faire pour pouvoir récupérer effectivement l'adaptation Carambar une fois de plus ou Mais attention, tout en disant, moi j'ai toujours dit, en fait, c'est pas le sujet qui est le plus important, c'est le traitement. Si demain Warren Ellis s'associe à allez, Pépé Lapal, et puis on va faire Barbie. Mais devinez quoi, je serais curieux. Parce que c'est Warren Ellis et c'est Pépé Lapal, et les mecs, c'est à peu près sûr que ça partira en vrille au bout d'une page, mais je veux voir, je suis curieux. Enfin, on peut toujours être surpris, même sur des sujets qui, au début, ne payent pas de mine, mais c'est toujours le traitement qui va prévaloir. c'est vrai.
Alors. Il y a un manga où je passe complètement, je parle du manga, mais avec un coq de combat qui se bat contre des créatures viandes, c'est complètement fou. Et effectivement, le traitement est bon. Et effectivement, il faut pas avoir d'a priori parfois sur certaines choses. Coq de baston chez Mangetsu, c'est excellent. Voilà, exactement. C'est vraiment bien foutu, c'est vraiment drôle. Et donc pour Nathan qui vient de nous rejoindre, salut Nathan. Donc c'est le live avec le directeur éditorial de Black River Comics qui a édité justement Une affaire en émeraude, Magic, Far Cry que tu peux gagner en mettant Far Cry dans le chat, Assassin's Creed Valhalla et l'excellent Walkthrough Hell. Voilà. Et donc coq de baston, j'ai dit quoi? C'est coq de baston, coq de... Non, je me suis pas gouré cette fois-ci, j'ai pas dit coq de combat, parce que d'habitude je confonds les deux. Entre coq de baston et coq de combat, non, je crois que c'est coq de baston. Du coup, c'est l'heure. Tirage au sort. Ouais. Allez, à toi Nico, fais-toi plaisir. Ouais, vous me direz stop. Bah, c'est David qui va dire stop. Voilà. Tout à fait. Ok, vous me dites quand? Bah, quand tu veux. Bah, quand tu veux. Stop. Alors, c'est Manga Dai Kazuko. Eh bien, félicitations. Bravo à toi. Maintenant, tu n'as Très plus bien. qu'à envoyer tes coordonnées à GameSeed en DM, le petit bonhomme en haut à gauche. MP. En MP. Et je t'envoie ça au plus tôt. Donc, peut-être pas ce week-end, mais peut-être le week-end prochain. Mais en tout cas, voilà. Tu viens en MP. Et bravo à tous ceux qui ont participé. Cet ouvrage et merci à toutes et à tous. Ouais. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Le Un grand merci. Le live sera disponible en replay sur la chaîne ou sur la chaîne YouTube comme d'habitude, parce qu'on sait que des fois en semaine tout le monde ne peut pas regarder et qu'il y a du rattrapage qui se fait derrière. Et on enverra les liens à tout le monde chez Black River. Les liens. Naturellement. Un grand merci à toi de nouveau David pour ta disponibilité, d'avoir gentiment répondu positivement à notre appel. Bah, écoutez, merci à vous trois en tout cas. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Un grand plaisir. plaisir. Et quand tu veux, si tu veux partager des trucs exclusifs avec nous, tu nous contactes et on se refait un petit live avec grand plaisir. C'est une promesse solennelle. C'est noté. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et quand tu veux, hein, même sur d'autres choses, tu veux parler de ton futur, les futurs titres, si tu veux les présenter en avant-première, la porte est grande ouverte. Avec grand plaisir pour partager ça au plus grand nombre et faire vivre la passion du comics. Merci beaucoup, en tout cas, et bonne continuation à toi. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao.